Donc, Madame Catherine Hervieux, députée de Côte d'Or, Madame Nathalie Colbert, maire de Dijon, Monsieur François-Xavier Dugour, vice-président délégué du conseil départemental, représentant le président Sauvadet, Mesdames et Messieurs les élus, chers présidents et représentants des chambres consulaires, branches et instances, chers adhérents, chers mandataires, chers amis entrepreneurs, bonjour, et en ce début d'année, c'est avec émotion et gratitude que je m'adresse à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Merci aux 10 organisations patronales, professionnelles et entrepreneuriales qui sont partenaires de cet événement. Donc on a les logos qui sont affichés. Donc Sylvain Baudry, président de la Fédération nationale du transport routier de Bourgogne. Pascal Gautron, président de la CCI Côte d'Or, Saône-et-Loire, Métropole de Bourgogne, Pierre Jarnel, directeur de la Fédération des négociants éleveurs de Grande Bourgogne, Laurent Haraud pour la Fédération française des banques, Rémi Janin, président de l'UIMM de Côte d'Or, Florent Mazière, président de la Chambre professionnelle du Conseil de Bourgogne, Thomas Paulin, donc président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, Besançon-Dijon, Lionel Petit-Colas, président de l'UMIH de Côte d'Or, Jérôme Richard, délégué de la régionale de la Fédération Syntec, et Pierre Vieillard, président de BFC Angels. Donc un grand merci pour votre confiance à tous, donc, et aujourd'hui pour votre association sur cette cérémonie des vœux. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour cette première cérémonie pour moi, donc vous pardonnerez un peu si j'ai des approximations et si je fais des erreurs. En cette période de vœux, les traditions de se retourner vers l'avenir avec espoir et détermination. Bon, cependant, nous ne pouvons pas ignorer que les défis les considérables auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, donc les entreprises qui sont le moteur de notre économie, mais aussi un pilier de notre société, traversent des moments difficiles. En effet, l'année qui s'achève a été marquée par de nombreuses incertitudes, tant sociales que politiques. Nos entreprises n'ont pas été épargnées. Donc nous traversons des périodes de tension, d'interrogation, parfois de doute. Mais à travers ces épreuves, nous révélons aussi ce qui fait notre force, c'est notre solidarité. En tant que chef d'entreprise, nous savons que les défis ne nous font pas peur, et pourtant, ce début d'année, nous trépignons d'impatience. Nous souhaitons investir, innover, nous souhaitons former, nous souhaitons créer de la richesse et des emplois, nous portons l'ambition de notre territoire. Nous sommes moteurs, pourtant ce cap est soumis à l'adoption d'un budget responsable et gage de visibilité et de stabilité. Donc la compétition internationale est rude, et va encore se durcir avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine. Et on ne veut pas que les arbitrages budgétaires extrêmement sensibles qui vont être rendus dans les prochains jours ou prochaines semaines fassent abstraction de la conjoncture et du marché de l'emploi. Donc le MEDEF et les entreprises, de manière générale, sont soucieuses d'apporter de la stabilité, de la visibilité et de la confiance. Donc il nous faut un PLF, un PLFSS, et il nous faut un gouvernement qui s'inscrive dans la durée. Donc si j'en crois, ça devrait être le cas. Et j'en appelle donc aux politiques et à la responsabilité de chacun. Donc toutes nos entreprises sont sous contrainte et je m'inquiète, et tout ce qui sera décidé dans le cadre de ce budget très très sensible pour nos entreprises. Donc oui, depuis la dissolution, il y a quand même une dégradation de la performance de notre pays. Les indicateurs dont nous disposons ne sont pas très rassurants. Donc, dans la construction de logements, aujourd'hui, on est retombé à moins de 250 000 mises en chantier. Donc je crois que si on est redescendu au niveau de 1953, c'est bien ça. Donc je crois qu'à l'époque, la France devait compter 24 millions d'habitants en moins. Pareil sur l'indice PMI manufacturier qui mesure l'activité des directeurs des achats, l'indice a atteint son niveau le plus bas depuis 4 ans, donc ce qui est assez alarmant pour notre industrie, avec des situations critiques, notamment dans le secteur de l'automobile ou de la chimie. Et aujourd'hui, plus aucun secteur d'activité n'est vraiment épargné. Donc l'un des indicateurs les plus alarmants, c'est le nombre record de défaillantes d'entreprises.
Donc aujourd'hui, on enregistre 66 000 défaillances, donc 28% de plus que 2019, qui est une année de référence avant Covid, donc qui sert un petit peu de base de référence. Donc voilà, c'est un niveau record qui nous, depuis au moins 2009, donc un chiffre qui témoigne quand même des difficultés croissantes des entreprises auxquelles sont confrontées justement nos entreprises. Donc dans les moments d'incertitude, c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions et que nous devons avancer. Donc en 2025, notre rôle sera essentiel. Donc nous devons continuer à être à l'avant-garde des transformations économiques, technologiques, environnementales et répondre avec engagement aux attentes de nos salariés, de nos partenaires et de la société tout entière. Plus que jamais, l'urgence du moment n'interdit pas l'audace pour relever les grands enjeux de l'époque, donc l'écologie, la transition écologique, qui doit être au service d'une croissance durable et responsable, la formation en emploi pour préparer les talents de demain, et répondre aux besoins des compétences de nos entreprises, et puis bien sûr l'innovation qui reste un levier essentiel pour assurer la compétitivité et la création de valeur. Donc ces enjeux sont ambitieux, mais je sais que nous avons les capacités pour les relever. Notre territoire est riche d'un écosystème économique dynamique, de talents reconnus et d'une volonté partagée de construire un avenir meilleur. Donc pour y parvenir, nous devrons renforcer encore nos solidarités. L'entreprise est un lieu de convergence entre les intérêts économiques, humains et sociétaux. Elle doit être exemplaire, créer un climat de confiance, est un facteur d'équilibre et d'épanouissement pour chacun. Et c'est en mettant les femmes et les hommes au cœur de nos projets que nous réussirons. Donc je veux aussi prendre un moment pour saluer les efforts de nos partenaires institutionnels, syndicaux, associatifs. Nos collaborations doivent se poursuivre et s'intensifier. Nous avons la chance d'avoir d'excellentes relations avec la ville, la métropole, l'État, l'ensemble des institutions. Et c'est vraiment une force, je pense, sur notre territoire. Ensemble, nous avons la responsabilité de créer des conditions d'une économie prospère et durable. Les valeurs de dialogue, d'écoute et de concertation seront les fondations de notre action collective. Enfin, il est important de rappeler que nous ne pouvons réussir sans l'engagement des femmes et des hommes qui composent nos entreprises. Donc vos salariés, vos collaborateurs, vos équipes sont les véritables artisans en fait, de notre réussite, de vos succès, et ils méritent notre reconnaissance, notre respect. Continuons à les former, à les accompagner et à leur offrir des perspectives d'avenir. L'inclusion, la diversité ne sont pas seulement des mots à la mode, mais des principes fondamentaux qui doivent nous permettre de retenir les talents. Donc aujourd'hui, nous avons compris au sein du MEDEF, en signant dès 2022, une convention de partenariat avec Creative 21, afin de renforcer nos relations, chère Nathalie, et nos actions pour accompagner le développement des territoires, de ces entreprises et l'accès à l'emploi. Et puis nous portons depuis plus de 2 ans l'initiative, l'animation du club des entreprises s'engagent aux côtés de l'État. Donc nous pouvons désormais mesurer l'impact des mesures, des actions, vu du nombre d'entreprises qui ont rejoint la démarche. 25 entreprises étaient associées au début et sont aujourd'hui 220 à partager en fait les pratiques inclusives et sociétales, ce qui est un véritable levier pour leur performance et leur attractivité. Donc vous l'aurez compris, l'année qui vient de s'écouler était marquée par des moments de doute, d'incertitude. Nous avons été tous mis à l'épreuve. Et pourtant, je suis impressionné par la résilience et la détermination dont font preuve les entreprises locales. Donc le MEDEF Côte d'Or continue à s'engager à leur côté pour soutenir le développement économique et les emplois, et la création d'emplois. Et nous sommes convaincus que la solidarité et la collaboration sont les clés de la réussite. Ensemble, nous formons une communauté forte capable de surmonter les défis les plus complexes. Dans ce contexte bouleversé, le MEDEF est armé. Nous restons mobilisés, nous sommes mobilisés, à vos côtés, les entreprises, et que nous défendrons tous les jours, enfin les entreprises que nous défendrons tous les jours le savent bien. Dans le contexte bouleversé, l'ensemble des adhérents du MEDEF, du MEDEF compte aujourd'hui 66 000 salariés, donc ça sur les 140 000 qui représentent le département, donc un point important, une part importante de celles et ceux qui créent la richesse de valeur sur notre territoire. Donc nous pouvons donc en toute humilité nous inviter à la construction de l'avenir de la Côte d'Or. Nous devons participer, être présents dans tous les mandats qui nous sont confiés, depuis les tribunaux de commerce, au conseil de prud'homme, en passant par l'URSSAF ou encore la CARSAT, sans oublier la CCI.
Notre pouvoir d'influence s'incarne au travers de 330 mandataires présents mobilisés dans les instances économiques, sociales et de formation. Donc j'en profite aujourd'hui pour les remercier chaleureusement. Tous nos mandataires, beaucoup sont présents dans la salle. Aujourd'hui, vous qui vous engagez pour nous présenter nos instances, vous qui permettez de faire entendre la voix des entreprises, vous qui contribuez à faire vivre le paritarisme en vous investissant pour un idéal avec un sens aigu des responsabilités. Donc être mandataire, c'est servir une communauté, c'est servir la communauté du champ d'entreprise, le plus souvent bénévolement, donc dans une logique de solidarité entrepreneuriale pour le développement et la vitalité des entreprises. Donc désireux de réconcilier les pouvoirs publics et l'entreprise, le MEDEF dialogue avec tous les acteurs de la société, journalistes, syndicats, élus locaux. Nous travaillons à mieux faire connaître les enjeux de l'économie locale et à créer des passerelles avec de nouveaux publics. Le MEDEF Côte d'Or, c'est une force de proposition et d'anticipation. Donc il fait entendre les valeurs, les idées, les priorités des entreprises. Donc au sein de multiples commissions de travail, le MEDEF joue un rôle clé en accompagnant les entreprises sur des sujets cruciaux, la transformation numérique, la transition écologique, l'innovation, la compétitivité. Ces commissions permettent au MEDEF d'agir en tant que porte-voix des entreprises tout en apportant des solutions concrètes aux besoins de ses membres. Donc en travaillant main dans la main avec les entreprises, les autorités publiques, les autres partenaires, on contribue à créer en fait un environnement économique social favorable. Merci à l'ensemble des référents, là aussi les bénévoles qui sont des chefs d'entreprise, qui portent bénévolement l'animation de nos commissions. Aujourd'hui on a 8 commissions, donc la commission compétences portée par Nathalie Barbieux, Hervé Besserer et Pascal Ponce, la commission juridique portée par Cécile Cazot, la commission numérique et cybersécurité portée par Vincent Renard, la commission énergie et climat portée par Harald Lhomme et Delphine Richard, la commission marketing portée par Lucas Coignet, la commission attractivité et territoire portée par Jean-François Buet, la commission mobilité portée par Marc-Antoine Saris et la commission prévention-sécurité portée par Franck Deloche. Nous souhaitons également mettre en avant, remercier chaleureusement les membres de nos différents clubs. Donc le travail et le dévouement leur travail et leur dévouement sont essentiels pour notre organisation et pour l'ensemble de nos entreprises. Donc on a le réseau Femmes du MEDEF, porté par Carole Girard. Donc vous êtes aujourd'hui un exemple de leadership et d'innovation. Votre engagement pour la promotion de l'égalité et de la diversité au sein des entreprises est une source d'inspiration pour nous tous. Merci pour votre travail et votre détermination. Donc le COMEX 40, porté par Aubin Armadei. Donc vous représentez l'avenir de notre économie, votre dynamisme, votre créativité, votre esprit d'initiative, sont des atouts précieux pour nos entreprises. Merci pour votre énergie et votre vision. Et puis on a le Club RH, donc vous jouez un rôle crucial dans la gestion et le développement des talents au sein de nos entreprises. Votre expertise et votre engagement sont essentiels pour créer un environnement de travail productif. 2024 a été également une année importante, marquée pour le MEDEF par une étape sur l'organisation avec l'instauration d'une nouvelle gouvernance. Donc je suis fier de pouvoir compter aujourd'hui sur une équipe renforcée avec des vice-présidents dévoués et compétents. Donc cette nouvelle structure nous permet aujourd'hui de mieux répondre aux défis actuels et de renforcer notre rôle en tant que syndicat patronal. Donc ensemble, nous sommes plus forts, mieux préparés, et nous, pour défendre les intérêts des entreprises. Donc c'était un élément marquant, c'était validé par la modification des statuts à notre dernière Assemblée Générale. Donc aujourd'hui, on a une vice-présidence à la formation, aux compétences et à l'emploi portée par Jean-Claude Ballès, une vice-présidence à l'attractivité du territoire portée par Jean-François Buet, une vice-présidence à l'énergie et la transition portée par Xavier Castano, une vice-présidence à la mobilité, à l'économie et mobilité portée par Marc-Antoine Saris. Si j'avais oublié l'économie pour Marc-Antoine, je pense qu'il m'aurait dit. Une vice-présidence au mandat portée par Romain Cluzot. Une vice-présidence à la relation adhérent portée par Frédéric Delhomme. Donc merci également aux chefs d'entreprise qui s'engagent à mes côtés, membres du bureau. Donc dans membres du bureau, on va retrouver tous les vice-présidents que je viens de citer.
donc il y a également Jérôme Ballet, Rémi Janin, Judith Cartron et Alam Buizard. Tous les membres du conseil d'administration, dont nombreux sont présents ce soir, les membres des commissions et des clubs. Vous portez la parole du MEDEF et je tiens à vous remercier chaleureusement pour le temps que vous y consacrez. Et c'est des missions importantes et toujours menées également bénévolement. Je tiens à saluer aussi les fédérations professionnelles qui sont associées à nous pour cette séance de vœux, pour leur engagement, leur travail au quotidien. Grâce à votre travail, vous apportez un soutien inestimable à vos adhérents, contribuant activement au dynamisme de l'ensemble de vos secteurs d'activité. Votre implication fait toute la différence et permet aussi de bâtir un avenir plus solide et prometteur pour toutes les entreprises. Je tiens bien sûr aussi à remercier l'équipe des permanents du MEDEF, aujourd'hui engagés au quotidien pour nos entreprises, pour leur investissement et pour leur qualité de travail. Vous l'aurez compris, le mouvement des entreprises de France Côte d'Or, avec ses fédérations professionnelles, est une force pour résister, mais aussi pour agir. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre optimisme d'entrepreneur chevillé au corps. Grâce à la richesse de notre écosystème, grâce à nos initiatives et aux nombreux partenariats établis au fil du temps, nous contribuons à obtenir des résultats qui nous permettent de participer au développement économique de notre territoire. Je vous invite maintenant à accueillir Anthony Benamou, économiste, maître de conférence à Sciences Po et président d'Agir pour l'éducation économique des enfants. Donc, il va nous offrir un voyage ludique, dans le monde économique, de ces grandes théories à l'actualité concrète des crises récentes et des crises. Depuis tout temps, le pouvoir est un désir partagé par bon nombre d'entre nous. Il renforce la confiance en soi, inspire le respect, donne de l'autorité. C'est grisant le pouvoir. On prend des décisions, on se sent puissant, mais chaque décision a des conséquences. Le pouvoir, c'est également une manière de changer les choses, s'opposer à des décisions, modifier l'avenir. Une personne seule a peu de poids, mais une assemblée de personnes a la capacité de faire bouger les choses. Mais ce qui rend le pouvoir vraiment beau, c'est quand il nous est confié et non arraché. Un vrai leader ne cherche pas à s'imposer. On lui donne ce rôle parce qu'il inspire confiance, parce qu'il rassemble naturellement. La première fois, c'est lorsque j'ai rencontré un chef d'entreprise que les Business Angels avaient accompagné, qui était venu nous voir avec un projet qui est devenu une entreprise florissante. Là, j'ai compris qu'on avait une vraie responsabilité par rapport à ça, par rapport à la création d'entreprise, par rapport au développement économique. J'ai pris conscience du pouvoir dans la vie professionnelle à partir du moment où j'ai eu l'occasion de participer à des choix stratégiques, de les mettre en place et de constater rapidement les effets tout simplement de leur mise en place. Quand j'engage mon entreprise sur des stratégies qui impliquent toute l'entreprise et ses collaborateurs. Quand j'ai souhaité m'investir dans la reprise de l'entreprise, c'était justement pour pouvoir influer sur la stratégie et être maître entre guillemets de la stratégie de l'entreprise. C'est avec mon emploi actuel, directeur général des maisons de vin de Bourgogne, voilà. C'est depuis ce poste que j'ai peut-être le sentiment de participer à l'essor d'une industrie qui a un poids économique. Je crois que la première fois où j'ai pris conscience que j'avais des pouvoirs, c'est quand j'ai joué en équipe première au Racing Club Chalonnais en 2e division rugby. Et donc ce jour-là, je me suis dit que j'avais du pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire que il faut être fidèle à ses convictions, et même quand on est vraiment dans la tempête, il ne faut pas abandonner, il faut continuer de parler, de clamer haut et fort ses convictions, même si c'est compliqué. Ça m'a donné une confiance en moi qui fait que je suis là en face de vous aujourd'hui. Alors à titre personnel, c'est une notion que j'ai du mal à intégrer. Plutôt que le pouvoir, j'ai du vouloir. La vie de chef d'entreprise, je crois qu'il y a plus de vouloir que de pouvoir. Je crois qu'il n'y a pas de pouvoir et que c'est une bonne chose. La vie de chef d'entreprise, c'est du vouloir, de la volonté et de l'engagement
la responsabilité, mais pas tellement du pouvoir. C'est pas nécessairement une notion qui m'est proche, le pouvoir. Je préfère parler d'action, le cas échéant de responsabilité. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas d'avoir du pouvoir sur les autres, mais le pouvoir d'agir, en fait, pour moi, et d'agir dans des actions qui font sens pour mes convictions, mes intentions. J'ai toujours considéré que le pouvoir, c'est quelque chose qui vous est accordé. C'est pas quelque chose que vous avez. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de pouvoir, plutôt de prise de responsabilité. La responsabilité est un compagnon de vie. Elle nous accompagne à chacune de nos décisions, dans nos relations avec les autres. Mais la responsabilité la plus importante n'est-elle pas celle que nous avons envers nous-mêmes? Sortir de sa zone de confort, se dépasser, faire les bons choix pour soi, mais aussi pour les autres. Disons que alors, des responsabilités, ça vient, je pense, avec son premier emploi professionnel. J'ai eu la conscience que j'avais des responsabilités à 3 moments différents de ma vie. Quand il a fallu décider quel restaurant choisir à l'issue du premier conseil régional avec l'ensemble des nouveaux élus. Quand j'ai perdu mes parents, je me suis retrouvé seul et là j'ai eu le sens des responsabilités. La responsabilité que j'avais auprès de mes parents, c'est-à-dire que l'histoire a fait que j'ai dû les protéger par moments, donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais du pouvoir et j'étais, on va dire, investi d'une mission de protection de ma famille en quelque sorte. Quand j'ai eu le bonheur d'être papa, à la naissance des enfants, là on se dit, dès que le foyer s'agrandit, le niveau de responsabilité change et concrètement on l'a en face de nous. Et le troisième, qui est toujours actuel, c'est lorsque j'ai créé ma première entreprise ou lorsque je dirige ou je participe, pas forcément en dirigeant, mais en participant à la vie de l'entreprise. J'ai la responsabilité depuis d'assurer la cohésion de mon organisation professionnelle. De faire prendre conscience aux gens qui sont dans le collectif qu'ils sont tous co-responsables, c'est-à-dire que chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas dans le collectif. La responsabilité, c'est le fil conducteur du dirigeant, du chef d'entreprise. Le porteur de projet devient chef d'entreprise avec toutes les responsabilités qu'on connaît. Donc ça engage sa vie professionnelle, même sa vie privée, ça engage la vie des gens qu'il va employer et également aussi le territoire dans lequel il va exercer son activité. C'est pas le statut qui fait la responsabilité, c'est plus, je pense, les missions et les fonctions qu'on va voir. Si le projet fonctionne, déjà en premier lieu, le chef d'entreprise sera très investi, humainement, financièrement, intellectuellement, je veux dire, ça le réveille la nuit. La responsabilité, elle est économique pour nos entreprises, elle est sociale, elle est sociétale, maintenant elle est écologique. Enfin, la responsabilité, c'est vraiment le fil conducteur. Le poids des conséquences telles qu'on les perçoit, qui font qu'à un moment donné, on se dit, là, comme il y a un petit effet waouh en disant, non, sur cette décision-là, je vais finalement avoir un impact assez fort sur la vie de l'entreprise ou sur la vie des gens. C'est ce qui me fait kiffer. Là, pour le coup, la responsabilité me plaît plus que le pouvoir. On représente des entreprises qui sont adhérentes du MEDEF, du département, donc il faut se faire le porte-parole de ces entreprises. Du coup, ce qui n'est pas toujours si simple en termes de posture. Donc c'est un nouvel exercice qui est très très intéressant, mais bon, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe très compétente et qui m'aide au quotidien à assumer ses fonctions. Le MEDEF et les branches professionnelles jouent un rôle important pour les entreprises, notamment en période de crise. Ces organisations représentent les entreprises auprès des pouvoirs publics, défendent leurs intérêts et négocient des mesures de soutien. Au-delà de cette représentation, elles aident les entreprises à surmonter les difficultés économiques en leur offrant des ressources, des outils et des conseils pratiques. Elles encouragent aussi leurs membres à renforcer leur résilience face aux nouveaux défis. Ainsi, les organisations agissent comme des acteurs clés pour assurer la pérennité et le développement de nos entreprises. Nous vous souhaitons une excellente année à venir, pleine de réussite, de prospérité et de nouvelles opportunités. Bonne année à tous.
Merci. Juste avant de conclure, je tenais quand même à exprimer mes remerciements aux jeunes de l'école des métiers qui sont présents ce soir, donc qui vont contribuer à la réussite de cette soirée en assurant le service du cocktail. Donc, mesdames, messieurs, nous le savons, nous avons des défis à relever, mais aussi de formidables opportunités à saisir. Donc, je suis convaincu qu'en 2025 peut être une année d'élan, d'audace et de réussite pour chacune de nos entreprises et pour l'ensemble de notre territoire. Donc c'est ensemble, en nous appuyant sur nos valeurs de travail, de solidarité et d'engagement que nous avons. 2025 s'ouvre, le BDF et l'ensemble de ses permanents sont plus que jamais prêts à faire réussir ceux qui sont les forces vives de notre territoire, les entrepreneurs de la Côte d'Or. Donc bonne année, merci pour votre engagement, vive nos entreprises et vive le territoire de la Côte d'Or. Merci Jean-Philippe Porchereau, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est toujours un plaisir d'être avec vous, a fortiori sur ces événements de vœux où on sent beaucoup de chaleur et de cohésion. Vraiment c'est très agréable. On a un invité d'honneur ce soir, il s'appelle Anthony Benamou, il est maître de conférences en économie et Sciences Po Paris depuis 2011. Il est membre du jury d'admission pour les premières années, il enseigne également dans plusieurs écoles de commerce en France. Il réalise par ailleurs de nombreuses interventions auprès de dirigeants d'entreprises sur l'ensemble du territoire français. Il travaille avec les organisations professionnelles, il leur apporte son expertise sur divers sujets, vous le verrez, économie monétaire, finances publiques, compétitivité. Et alors, il a fondé il y a 3 ans Agir 3E. C'est une association pour l'éducation économique des enfants dont l'objectif consiste à initier les élèves de primaire à l'économie. Donc il a formé quand même avec son association environ 2000 élèves de CM1 et CM2 à la finance et au monde de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a une tendance quand même à cultiver la jeunesse à ce monde de l'économie et de l'entreprise. Alors après le succès d'un premier ouvrage en 2019, il vient de publier un deuxième livre qu'il a coécrit avec Marc-Olivier Strauss-Kahn. On parie que vous allez aimer l'économie. Préface de Christine Lagarde. Est-ce qu'il va vous faire aimer l'économie ce soir? On va le voir. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Anthony Benamou. Bonjour, merci. C'était une toute petite question. Avant d'applaudir. Avant de vous laisser la parole, seul en scène ce soir, Anthony, est-ce qu'au regard de tout ce qu'on entend et de ce qui se passe, est-ce qu'on a encore des raisons de rester optimiste? Bon, on va le voir, la conjoncture n'est pas bonne et j'ai pas que des bonnes nouvelles pour ce soir, mais oui, on a des raisons d'être optimistes puisque les chefs d'entreprise sont les forces vives de la nation, ils sont capables de se réinventer, ils sont capables de s'adapter au contexte économique et politique. Et ça, c'est quand même un bon message, et heureusement qu'on a des entrepreneurs passionnés dans tous les territoires qui font le job. C'est une bonne nouvelle. Je vous laisse, vous avez peut-être le micro à tout à l'heure, Anthony. Ok, bonjour à tous, et un grand merci pour votre accueil. Alors tout d'abord, je vous souhaite aussi une très très bonne année 2025. Beaucoup de réussite, tant sur le plan professionnel que personnel, et puis que chacun puisse s'épanouir et réussir tout ce qu'il entreprend. On va parler donc d'économie ce soir. Alors j'ai un sacré défi, c'est de vous faire aimer l'économie. C'est le pari qu'on va faire ce soir. Tout le monde m'entend bien? Ça va? Ok, super. Je vais vous parler d'économie, on va parler de 4 sujets. D'accord? Le premier sujet, c'est faire un petit point sur l'actualité économique. Voilà, c'est bien comme ça? Super. Le premier sujet, c'est de faire un point vraiment sur l'actualité économique la plus récente, voir un petit peu où on en est. Donc c'est une sorte de point de conjoncture en quelque sorte. Ensuite, je vous présenterai mes perspectives de croissance pour l'année 2025. On parlera ensuite d'inflation. Et enfin, on parlera d'un sujet qu'on voit en ce moment partout, qui a trait aux finances publiques et à la dette de la France. Et puis, on va essayer de se poser les bonnes questions et d'y répondre. Notamment, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que la situation est soutenable? Et puis, est-ce que c'est grave de s'endetter? Et on va essayer d'apporter des réponses, non pas dogmatiques, mais très pragmatiques. Donc, je vous propose de commencer avec d'abord cette première partie sur l'économie française, les derniers chiffres, et de savoir un peu où on en est. L'économie française est vraiment sur le fil du rasoir, et il y a un mystère. Alors vous verrez, j'ai que des graphiques, aucun trucage, d'accord, dans tout ce que je vous raconte.
Et puis au fur et à mesure, je vous commenterai les graphiques, pas tous les graphiques, mais quelques-uns. Il y a un grand mystère en France, c'est celui de la croissance. En fait, on a fini l'année 2024 avec une croissance de notre PIB de 1,1%. Donc c'est bien et c'est même mieux que ce qu'on pensait, parce que l'année dernière, au même moment, quand on faisait les prévisions de croissance pour 2024, tous les économistes étaient pessimistes et on pensait qu'on aurait une année à 0,2, 0,3 ou 0,4%. Donc on fait beaucoup plus. Donc ça, c'est bien. Mais il y a un mystère derrière tout ça. Le mystère, c'est que quand on interroge les chefs d'entreprise, que ce soit dans l'industrie manufacturière, le bâtiment ou les services, eh ben, les chefs d'entreprise nous disent nous, notre activité, c'est pas ça. Vous l'avez souligné, Président, le PMI dans l'industrie manufacturière, le PMI, c'est une mesure, c'est un indicateur avancé de conjoncture, en quelque sorte. Et c'est très facile à lire, c'est le graphique de droite. Si le score de votre PMI est en dessous de la barre des 50 points, ça signifie qu'on est en récession, en contraction d'activité. Et regardez dans l'industrie manufacturière, ce que nous disent les chefs d'entreprise, ça fait plus de 2 ans que l'industrie manufacturière est en contraction d'activité. Dans les services, bon, c'est mieux que dans l'industrie, mais c'est pas non plus ça. On n'est pas non plus sur une croissance d'activité phénoménale. Donc on peut se demander, mais d'où vient cette croissance? Eh bien, le problème de notre croissance en 2024, c'est qu'elle ne vient pas des moteurs traditionnels de la croissance. Les moteurs traditionnels, ce sont l'investissement des entreprises, d'une part, et d'autre part, la consommation des ménages. Et quand on regarde les chiffres, sur ces deux variables, c'est très mauvais. Alors la croissance, elle vient d'où? Elle vient de 2 autres variables. La première variable, c'est notre balance commerciale. Alors, elle ne s'est toujours pas rétablie, elle n'est toujours pas passée en territoire positif. On a toujours un déficit commercial, d'accord? On a un déficit commercial depuis 2002, on n'arrive pas à passer en positif. Autrement dit, on importe plus que l'on exporte. Seulement, ce déficit s'est réduit en 2024 par rapport à 2023. Donc ça contribue à de la croissance. Mais ça ne fait pas non plus... alors en plus, ça ne fait pas beaucoup de rentrée fiscale. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et le deuxième élément, c'est la dépense publique. La dépense publique en France a contribué à faire de la croissance. Donc en fait, on n'a vraiment pas une croissance qui repose sur des fondamentaux solides. Et c'est tout le problème. Alors, sur les entreprises, quand on les interroge un petit peu, ce qu'il y a d'assez original, c'est que les contraintes ont changé. Quand, il y a 2 ans, si j'étais venu vous voir il y a 2 ans, je vous aurais raconté une autre histoire. Je vous aurais dit, en fait, les entreprises se portent bien, seulement, elles n'arrivent pas à produire. Elles sont contraintes sur leur production. Parce que le prix de l'énergie, parce qu'elles n'arrivent pas à recruter, parce qu'elles ont des difficultés d'approvisionnement, etc. Aujourd'hui, les entreprises, elles arrivent à produire. Le problème, c'est que c'est le carnet de commande qui fait défaut. Et on a un problème sur la demande. Donc la contrainte a changé au fur et à mesure du temps. On va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, sur les contraintes précédentes, vous voyez, sur les approvisionnements, contrairement à 2022, on a moins de 10% des entreprises qui déclarent rencontrer des difficultés d'approvisionnement. Au plus fort de la crise, en 2022, on avait quasiment 2/3 des entreprises qui n'arrivaient pas à s'approvisionner sur les marchés. Et ça posait un vrai sujet. Donc ces contraintes, aujourd'hui, ont quasiment disparu. Il faut quand même suivre la situation parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la mer Rouge et au Proche-Orient qui fait que parfois les bateaux ne passent pas ou doivent contourner. Et donc ça peut augmenter le prix du fret, d'accord? Donc ça c'est quand même quelque chose à suivre, mais a priori on est quand même sur une contrainte qui s'est nettement détendue. Sur le recrutement, pareil, les entreprises avaient beaucoup de difficultés à recruter, elles en ont moins aujourd'hui, alors elles en ont encore quelques-unes, on ne va pas se mentir, mais c'est quand même sans commune mesure avec ce qu'on a connu. Il faut avoir en tête quand même que ce sujet du recrutement, c'est quand même un sujet qui est structurel à l'économie française, d'accord? Et là aussi il y a un mystère, il y a un mystère. Comment peut-on rencontrer des difficultés de recrutement dans un pays où le taux de chômage est à 7,5% de la population active? On pourrait comprendre en Allemagne qu'ils aient des difficultés de recrutement puisqu'ils ont un taux de chômage de 3% ou 2,5%. Donc là, on pourrait le comprendre. En France, on a un vrai sujet. Alors comment l'expliquer? Il y a plusieurs explications. Il y a sans doute certains secteurs qui ne sont pas suffisamment attractifs, c'est fortement possible. Mais on a aussi un sujet plus structurel qui est le sujet de l'adéquation, ou plutôt l'inadéquation des compétences. Autrement dit, on a beaucoup d'emplois disponibles, mais on n'a pas la formation qui va en face. Et donc forcément, on n'arrive pas à faire matcher les recruteurs et les personnes qui cherchent un emploi.
Donc ça, c'est un sujet et ça pose une question structurelle qui est celle de la formation initiale, du type de diplôme qu'on délivre avec les débouchés, et puis également de la formation continue, la formation tout au long de la vie. Ça, c'était côté entreprise, donc la situation va mieux pour produire, mais le problème, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant les entreprises, elles font face à des vraies difficultés de demande. Et typiquement, quand on regarde tout ce qui concerne le B2C, un business vers les consommateurs, eh ben, on remarque que les ménages n'ont plus confiance, et ça fait déjà un moment que ça dure, ils n'ont pas confiance en leur situation économique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, principalement, d'une baisse de leur perspective de niveau de vie. Ces peurs, elles s'expliquent, elles sont fondées. En 2022, on a eu un taux d'inflation très fort qui a nettement érodé le pouvoir d'achat des ménages, et puis certains ont eu tellement peur de l'avenir qu'ils ont préféré épargner. Sur l'inflation, on va peut-être faire une pause une seconde et je vais vous poser une question. Laquelle, alors là vous me dites qu'est-ce qu'il nous raconte, laquelle de ces deux tables irait le mieux dans votre salon? Alors vous avez une table qui est plutôt rectangulaire et une table qui est plutôt carrée. On va censurer. Ok. Alors bon, chacun choisira la table, mais en fait, peut-être que certains connaissent. Alors je vais parler fort, comme ça vous m'entendez tous. Le sujet, c'est qu'en fait, ces tables, ce sont les mêmes. Vous connaissez Roland Garros, hop. Merci. Le sujet, c'est que ces tables, en fait, ce sont les mêmes, d'accord? Pourquoi je vous ai présenté ces deux tables? Parce qu'en fait, sur le sujet de l'inflation, il y a un sujet de perception versus réalité. Et ça, c'est très intéressant. Beaucoup de ménages ont arrêté de consommer et ont épargné parce qu'ils ont eu peur de l'inflation, alors même que l'inflation n'était pas si élevée que ça. Et quand on a fait des sondages, on a interrogé les ménages. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était en mars 2024, donc il y a presque un an maintenant. Et quand on les a interrogés en mars 2024, l'inflation était à 2,3%. Autrement dit, elle n'était pas si élevée que ça. Et pour autant, on avait quasiment 70%, 60% des ménages qui percevaient une inflation supérieure à 10%. Donc cette déconnexion entre la réalité et le sentiment, ce qui est perçu, peut engendrer des comportements qui ne sont pas toujours rationnels. Et ça, c'est un véritable sujet. Alors bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Si certains ménages perçoivent l'inflation très forte, c'est parce que peut-être qu'ils ont un panier de consommation qui est différent d'autres ménages. Il suffit par exemple de vivre à la campagne et non pas en ville, d'utiliser plus son véhicule, d'être vieux ou jeune, enfin, ce n'est pas les mêmes profils de consommation, et en fonction, on perçoit une inflation un peu plus élevée. Mais macroéconomiquement, hein, en moyenne, l'inflation n'était pas très forte en 2024, et pour autant, elle a joué sur les comportements de consommation des ménages. Et ça, c'est un point qu'il faut souligner. L'autre crainte que les ménages ont, et celle-ci, elle est assez justifiée, enfin en tout cas de plus en plus justifiée, c'est des craintes sur le chômage. Vous voyez ici le graphique de gauche représente les craintes vis-à-vis du chômage des ménages, et on voit qu'elles sont passées nettement au-dessus de la moyenne de longue période là, sur les derniers mois. Et effectivement, le chômage a un petit peu progressé parce qu'il est passé à 7,5% de la population active. Et c'est vrai que les perspectives sur le marché de l'emploi ne sont pas favorables. Et on pourrait avoir un taux de chômage qui augmente à 8,5% de la population active au cours de l'année 2025. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir ces craintes sur le chômage qui augmentent parce qu'elles avaient vraiment disparu. Vous vous rappelez de la campagne des législatives, il n'y a aucun candidat qui a parlé du chômage. On parlait d'inflation, on parlait de niveau de vie, on parlait de tout ça, mais on ne parlait pas du chômage. Donc c'est assez intéressant et remarquable de voir à quel point ces craintes reviennent au devant de la scène. Et quand on a ce type de crainte, eh ben, on épargne. Et c'est ça tout le sujet. Tout le sujet, c'est que les Français épargnent de plus en plus. Le taux d'épargne de la France, des Français, c'est 18% du revenu disponible brut en 2024. Donc c'est un niveau assez élevé. On n'avait pas connu des niveaux aussi élevés depuis en fait la crise du coronavirus, où là, ils avaient fortement épargné, mais parce que c'était une épargne qui était contrainte. En fait, à partir du moment où on fait une économie et on ne peut pas dépenser, ben, on ne peut pas faire autre chose que d'épargner. Et donc là, on est sur des niveaux quand même qui augmentent et qui témoignent vraiment de ces craintes que peuvent avoir les Français et qui sont plus ou moins justifiées. D'autres craintes qu'ils peuvent avoir sont liées aussi à la fiscalité, à la peur de la hausse d'impôts, etc. Mais on va en reparler dans quelques instants. Alors, en définitive, est-ce qu'on est en croissance ou en récession? C'est ça tout le sujet, puisqu'on disait qu'on était sur le fil du rasoir. Alors,
la récession, techniquement, et d'une manière assez stricte, ça correspond à 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et ça, typiquement, on ne l'a pas. On ne l'a pas, on a bien un PIB qui continue à croître. Au 3e trimestre 2024, on a eu un PIB qui a augmenté de 0,4%. Il devrait faire 0% au 4e trimestre, on attend les chiffres à la fin du mois. Donc on n'a pas de récession. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que la littérature économique, elle permet de voir un peu en avance si une récession peut arriver. Et pour ça, on regarde ce qu'on appelle des points de retournement du cycle. Et ces indicateurs qui permettent de voir le retournement du cycle, on en a 4 au total. Donc on a évidemment l'évolution du PIB, mais on a également l'évolution de l'emploi, le taux d'utilisation des capacités de production des entreprises, et enfin, tout ce qui a trait à l'investissement des entreprises. Sur l'emploi, le 2e indicateur, les derniers chiffres dont on dispose, qui ont trait au 3e trimestre 2024, montrent que l'emploi continue d'augmenter, même si cette augmentation elle est maintenant minime, hein, mais on est toujours en territoire positif, on a bien un emploi qui augmente. Donc sur cet indicateur-là, les feux sont encore ouverts. Sur l'indicateur de la façon dans laquelle on utilise son appareil productif, là par contre, il y a un sujet. Sur un an, on voit que les entreprises utilisent moins leur appareil de production. Bon, c'est lié à un problème de carnet de commandes, à ce qu'on disait au début. Donc là, il y a un premier signal rouge qui s'affiche. Mais il y a un 2e signal rouge qui s'affiche qui est beaucoup plus inquiétant selon moi, c'est la dynamique d'investissement des entreprises. Et là, on a une baisse de l'investissement des entreprises depuis 4 trimestres. Et en cumul, on a 3,1% de baisse d'investissement de la part des entreprises. Et ça, c'est un mauvais signal, parce que quand on n'investit pas, alors d'abord, ça ne fait pas de croissance, mais ça signifie que l'activité, elle est à l'arrêt. On investit sur quoi? On investit quand on sait que l'activité va augmenter, ou bien on investit quand également on a des projets particuliers, des perspectives d'innovation, etc. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc sommes-nous en récession? La réponse est non. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur l'économie française? A priori, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui n'est pas forcément favorable. Donc je suis désolé de plomber un peu la soirée, mais les bonnes nouvelles arrivent. Voilà. On va trouver des bonnes nouvelles dans tout ça. Alors, sur les perspectives économiques, je vais vous présenter mes perspectives pour l'année 2025. D'abord, il faut que nous, les économistes, nous fassions preuve d'humilité, parce que souvent on se trompe. En fait, tout le temps. Mais notre force, c'est d'expliquer pourquoi on s'est trompé. Bon, on ne va pas revenir sur nos erreurs, mais en tout cas, voilà, je veux faire preuve d'humilité avant de vous présenter les projections, en vous disant que aujourd'hui, il y a 2 choses qui sont sûres. La première, c'est que on a une grande hétérogénéité des prévisions de croissance. On a les plus pessimistes qui voient une prévision de croissance à 0,5% en 2025. Et puis les plus optimistes, notamment le gouvernement, la voient autour de 1%. Notamment. Bon, dans son discours de politique, sa déclaration de politique générale, François Bayrou a dit que la prévision du gouvernement allait être abaissée à 0,9%. D'accord ? Donc la première chose dont on est sûr, c'est que c'est hétérogène. La deuxième chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout le monde revoit à la baisse sa prévision. Ça, c'est quand même une chose qui est certaine. Et je vous ai mis ici l'ensemble des projections de grands instituts plus le gouvernement. Et on voit qu'à chaque fois, la prévision baisse. Et donc le gouvernement, là, qui était au début à 1,4, ensuite à 1,1, on pourra faire une nouvelle ligne, un nouveau trait avec 0,9. D'accord ? Donc ça baisse au fur et à mesure. Donc ce dont on est sûr, c'est que ça va ralentir par rapport à 2024. Alors ici, bon, je vous laisserai, on pourra diffuser le support. Vous verrez les prévisions de croissance pour les grandes zones économiques. Donc la France et l'Europe sont un peu à la traîne et les US continuent à tirer la croissance mondiale avec les pays asiatiques, la Chine et l'Inde notamment. Il y a ce point quand même que j'aimerais développer qui est le décrochage. Vous en entendez peut-être parler, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les médias actuellement, le décrochage, et je voudrais prendre quelques instants pour vous présenter ces graphiques. Je vais détailler un seul graphique et puis ça fonctionne pareil pour les 3 autres. Vous avez ici sur ce graphique, on va prendre le graphique de la France, c'est très simple, 3 informations en un graphique. La première information, c'est la ligne rose, le trait rose. Le trait rose, c'est le niveau de PIB en 2019, avant donc, la crise du coronavirus. Okay. Ensuite, vous avez le trait bleu foncé. Le trait bleu foncé, c'est
l'évolution du PIB chaque année. Donc typiquement, vous voyez, en 2020, l'économie française, elle fait moins 7% quasiment, puis ensuite elle reprogresse, etc., etc. Et le trait bleu nous montre, par exemple, pour la France, que l'économie française retrouve son niveau de PIB à partir de 2021. Elle retrouve son niveau d'avant-crise, avant Covid, en 2021. Et enfin, le trait bleu ciel, c'est le plus intéressant. Le bleu ciel, c'est ce qu'on appelle la croissance tendancielle, structurelle, potentielle, elle porte plein de noms. En fait, c'est, si je devais simplifier, c'est le rythme de croissance observé au cours des 20-25 dernières années. Et le rythme de croissance observé au cours des 20-25 dernières années pour la France, c'est 1,2%. D'accord ? Et donc l'info que vous avez ici, c'est où en est l'économie française par rapport à là où elle aurait dû être si on n'avait pas eu la crise du coronavirus. C'est ça l'info que vous avez. Et cette info vous dit la chose suivante. L'écart, aujourd'hui en France, est de 4 points entre le niveau de PIB et le niveau de PIB qu'on aurait eu si on n'avait pas eu la crise du coronavirus. 4 points. Pour la zone euro, c'est 2 points. Pour les US, ben c'est 3 points, mais en positif. Donc les US sont repassés au-dessus de leur tendance. Les États-Unis, pardon. Et pour la Chine, ils sont en dessous, d'accord ? Bien en dessous, 22 points. Sauf que la Chine, elle avait un rythme de croissance au cours des 20-25 dernières années de 8%. Et là, elle est plus autour de 6%. Mais elle a quand même encore une croissance qui est forte. Et donc, on a bien ici, on voit bien le décrochage entre les zones monétaires, entre la zone européenne, où on n'arrive pas à raccrocher les wagons, et la zone américaine et la zone chinoise, où là, pour le coup, on fait tout pour faire de la croissance. Et on a vraiment des stratégies différentes, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Aux États-Unis, on mise sur l'attractivité et sur la souveraineté. Et donc, on fait en sorte que les entreprises puissent investir. On fait en sorte d'attirer des capitaux étrangers, des investisseurs. C'est notamment l'IRA et c'est plein d'autres choses. En Chine, on mise sur la compétitivité. D'accord ? On fait tout pour que l'industrie chinoise se développe et qu'elle puisse exporter. Et ça ne vous a pas échappé. Ces deux zones-là connaissent, comme la France, des déficits importants et une dette qui augmente. D'accord ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait en Europe ? Bon, je l'ai mis un peu de façon provocateur, mais nous, on a fait un rapport. Mais un super rapport, le rapport Draghi, pour l'avoir regardé de très près, c'est un super rapport avec des constats qui sont très bien posés, avec des débuts de solutions. Mais le rapport Draghi, il est sorti en septembre. En fait, on est en janvier, il va falloir faire quelque chose. Donc si on veut que ce décrochage ne s'intensifie pas, je ne sais pas si on pourra rattraper le terrain perdu, mais si on veut au moins que ça ne s'intensifie pas, ben, il va falloir faire aussi des choses en Europe. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais attirer votre attention. Et enfin, quelques points importants qui font qu'on sera plutôt autour de 0,5 ou plutôt autour de 1% pour la croissance française. C'est vraiment ce qu'on appelle ici les game changers. Enfin non, je ne l'ai pas appelé comme ça, c'est des aléas aussi ébaissés, je l'ai fait en français, c'est mieux. Et on a donc plusieurs choses, on a bien sûr l'épargne, on en a parlé, la situation politique. Il semblerait que ça se calme jusqu'au mois de juin en tout cas, parce qu'à partir du mois de juin, le président peut redissoudre l'Assemblée. Mais en tout cas, jusqu'au mois de juin, a priori, ça devrait se calmer. Les développements géopolitiques, pareil, il se passe des choses. Il se passe des choses au Moyen-Orient. Il semblerait que les choses aillent dans le bon sens, mais on ne sait jamais, en réalité. On ne sait jamais avec ces zones. La politique tarifaire de Trump, évidemment, et l'impact de la politique tarifaire de Donald Trump sur l'Europe et la France. Le rapport Draghi, et puis la vitesse de baisse des taux de la BCE. On va en parler dans un instant. Ça va ? Ouais, ok. Je n'ai pas encore plombé votre morale totalement. Le plus dur arrive. Les finances publiques, je l'ai gardé. Ok, l'inflation. On va parler d'inflation. Alors c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à rentrer le dentifrice dans le tube. Vous connaissez peut-être cette métaphore qui avait été employée par un ancien banquier central allemand dans les années 80 qui disait, vous savez, les Allemands détestent l'inflation. D'accord, c'est historique, hein, ils détestent ça. Et ce banquier central disait, bah, le problème avec l'inflation, c'est que quand c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, on ne peut pas la rentrer. Et donc il faut éviter à tout prix de faire de l'inflation. Et donc, on arrive là à une situation qui devient intéressante. On a connu
en 2022-2023, une période exceptionnelle que les moins de 30 ans n'ont pas connue, d'accord, qui est un taux d'inflation à quasiment 2 chiffres, enfin à 2 chiffres en Europe, en zone euro, et pas à 2 chiffres en revanche en France, donc des taux d'inflation inédits. Cette inflation, elle s'expliquait notamment par la hausse spectaculaire des prix des matières premières, que ce soit les matières premières industrielles, mais aussi alimentaires et énergétiques. Et puis, une fois que la hausse est passée, eh ben, l'inflation redescend, et elle arrive progressivement, là, dans tous les pays, enfin, en tout cas, tous les pays d'Europe et pour la zone euro, autour de 2%. Je vous rappelle que 2%, c'est la cible d'inflation, c'est le taux d'inflation qui est recherché par la Banque Centrale Européenne. D'accord ? C'est le bon niveau, le bon taux d'inflation. Donc ici, vous regarderez ça au calme, et je vous ai juste montré pourquoi l'inflation baisse, et on voit en fait sur le graphique de gauche les composantes de l'inflation, et notamment la composante énergétique en rose, vous voyez, qui a fortement contribué à l'inflation, et puis qui ensuite passe quasiment en déflation, en baisse des prix de l'énergie. D'accord ? Ce qui est normal, c'est des effets de base. Hein, quand vous avez le gaz qui atteint 200 € le mégawattheure, et puis finalement que l'année suivante il est à ne serait-ce qu'à 100, alors ça reste élevé, mais ça fait quand même une variation négative sur un an. Donc on a eu une baisse de l'inflation, non pas une baisse des prix, hein, ne pas confondre la déflation et la désinflation, on a eu une baisse de l'inflation, de la désinflation, alimentée par la baisse, cette fois-ci, des prix de l'énergie. Et c'est là que ça nous amène à parler de la politique monétaire. La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, et également de Faucon et de Colombe. Pour ceux qui ont le bouquin en main, vous pourrez constater que la couverture du bouquin, c'est un faucon et une colombe. D'accord ? Alors on adore les faucons et les colombes, mais c'est quoi cette histoire de faucon et colombe ? Je vais l'expliquer rapidement. En économie, c'est très simple, hein, vous avez 2 types de personnes, vous avez soit des faucons, soit des colombes. Les faucons, on va souvent dire que ce sont les économistes néoclassiques, libéraux, etc. D'accord ? Et les colombes, je simplifie vraiment, hein, sont les keynésiens, ceux qui sont pour l'interventionnisme de l'État, pour la politique budgétaire, etc., etc. Et donc, au sein de la Banque centrale, c'est pareil. On a aussi des faucons et des colombes. Les faucons, ce sont les Allemands, voilà, ceux qui ont horreur de l'inflation et qui veulent une politique monétaire dure, d'accord ? Et les colombes, ce sont les personnes qui sont prêtes à tolérer un peu d'inflation pour ne pas détruire la croissance économique. Et donc, ils ne veulent pas une politique monétaire trop dure. Et donc, dans le bouquin, avec mon co-auteur, on a joué à tour de rôle le faucon et la colombe en fonction des sujets. De temps en temps, Marc-Olivier Strauss-Kahn était le faucon, de temps en temps, il était colombe, et puis pareil pour moi, en fonction des sujets. Et à chaque fois, on ne dit pas qui est le faucon, qui est la colombe, sinon c'est du suspense. Ouais. Et pourquoi la chouette ? Vous savez ? On a posé la question, alors la préface du bouquin elle a été faite par Christine Lagarde. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais Madame la Présidente, dans ce débat Faucon-Colombe, vous le situez comment ? Et ben, elle a eu cette réponse habile, elle a dit, ben, moi je suis plutôt chouette. C'est pas mal, non ? Moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, c'est pour ça que j'ai mis la chouette, parce que la chouette c'est quand même, alors ça reste un rapace, mais, là vous dites, on était censé parler d'économie, hein, mais bon. La chouette ça reste un rapace, mais c'est symbole de sagesse et de perspicacité. Et donc j'ai trouvé que c'était une réponse bien, c'était une bonne réponse, c'est pour ça que j'ai mis une chouette en plus. C'est dans l'île de Dijon. Hein. Ah, c'est d'accord. Ah, c'est magnifique. Oui, en fait, j'ai mis la chouette pour Dijon. C'est ça. Ok, bon, on revient sur notre histoire de faucon et de colombe. Et de chouette. Comment la Banque centrale a réagi face à la hausse du taux d'inflation? Elle a réagi comme n'importe quelle banque centrale le ferait, elle a augmenté ses taux d'intérêt directeurs. Donc elle a renchéri le coût du crédit. Avec les conséquences que ça a. Quand on met un coût du crédit plus élevé, eh ben, ça freine l'investissement, ça freine la consommation, enfin, ça freine l'accès au crédit bancaire dans tous les cas. Mais là, on peut se poser la question. Au début, on a dit que notre inflation, elle était de nature importée, en quelque sorte. C'est parce que les prix de l'énergie ont augmenté qu'on a eu de l'inflation. Ce n'est pas parce qu'on a eu
une surchauffe économique. C'est pas parce qu'on a eu une demande qui était très forte d'un coup. C'est pas pour ça. C'est bien parce qu'on a les prix de l'énergie qui ont augmenté. Donc la question c'est la suivante, en quoi une hausse du taux d'intérêt directeur, un renchérissement du crédit, peut-elle favoriser une baisse des prix de l'énergie? Et là, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien, et donc beaucoup ont critiqué l'attitude de Madame Lagarde en disant mais vous avez augmenté les taux beaucoup trop rapidement et beaucoup trop haut. Pourquoi la BCE a augmenté les taux? En fait, elle a augmenté les taux pour deux raisons. La première raison, elle aurait dû augmenter en fait les taux dès le mois de mars 2022, elle ne l'a pas fait. Et la première hausse des taux de la Banque Centrale Européenne intervient en juin, ou juillet plutôt, juillet 2022. Et le fait de ne pas l'avoir fait, c'était une erreur de politique monétaire. Et donc, pour se rattraper, vous voyez au début, hein, j'ai représenté ici Madame Lagarde qui fait un numéro de funambule, elle hésite entre la croissance et l'inflation, elle est chouette, hein, d'accord, elle ne veut pas se prononcer, elle tarde, et puis finalement, elle ne va pas avoir d'autre choix que de mettre son costume de faucon et d'augmenter les taux. Donc c'est une sorte de rattrapage, pour se rattraper de l'erreur de politique monétaire, elle augmente les taux. Mais elle les a augmentés très rapidement et très fortement. Pour quelle raison? Parce que pendant que la Banque centrale ne faisait rien au départ, la Banque centrale américaine, elle, avait commencé à augmenter ses taux. Et ce différentiel de politique monétaire a créé une hausse du dollar et une baisse de l'euro. Vous vous souvenez, en septembre 2022, l'euro est passé sous la parité par rapport au dollar. On était à moins de 1. D'accord? Le problème, c'est que si notre inflation elle est de nature importée, le prix des matières premières, il est libellé en dollars. Et si vous avez une baisse de l'euro par rapport au dollar, toute l'inflation que vous importez, eh ben, elle augmente encore plus, puisque c'est libellé en dollars et que vous devez convertir en euros. Et donc il fallait vraiment agir. Et c'est pour cette raison-là que la BCE a augmenté très fortement ses taux. On a eu 10 hausses de taux pour un total de 450 points de base de hausse de taux. C'est énorme. On était à des taux zéro et on est passé à 4,5%. Depuis le mois de juin dernier, 2024, la BCE est entrée dans un cycle de baisse des taux. Pour quelle raison? Parce que l'inflation est en train de revenir vers sa cible et parce que également les perspectives de croissance de la zone euro, eh ben, elles sont globalement assez faibles. Et donc ça justifie d'assouplir le cycle monétaire et de rebaisser les taux. Donc la bonne nouvelle, c'est que les taux, voilà, une bonne nouvelle pour ce soir, les taux ont diminué, et ils vont continuer à diminuer cette année. Ils sont autour de 3% actuellement, ils pourraient en tout cas atteindre en fin d'année 2%. Donc ça, c'est une bonne chose. On va parler maintenant du sujet qui fâche, d'accord, qui inquiète, ou dites-le comme vous voulez. Les finances publiques. Bon, j'ai failli titrer cette partie-là, alerte rouge sur les finances publiques, que je me suis dit que j'allais vraiment plomber la soirée. Donc j'ai mis pression. Donc, pression. Alors d'abord, rappeler quelques points. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu un budget équilibré en France. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Chaque année, l'État collecte des recettes, notamment des prélèvements obligatoires, d'accord, et procède à des dépenses. Et ça fait 50 ans que les dépenses sont supérieures aux recettes. Et donc, ça fait 50 ans qu'on a un déficit public. Chaque année, on a un déficit. Cette succession de déficits crée un stock, et ce stock, c'est ce qu'on appelle la dette publique. Et actuellement, notre dette publique, alors on l'exprime en pourcentage de PIB, vous trouverez dans les journaux plus de 3 000 milliards, etc., c'est vrai, mais il faut rapporter ça à la taille de l'économie quand même, d'accord? 3 000 milliards de dettes aux États-Unis ou en France, ça ne veut pas dire la même chose. Donc il faut voir par rapport à la taille du pays et à l'activité. On a 110-111% de dette publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la dérive des finances publiques en France, elle est singulière à notre pays. Regardez, je vous ai mis ici l'évolution des déficits publics pour 5 autres pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et Grèce. On est le seul pays qui avons un déficit qui augmente chaque année. Regardez, pour l'Allemagne, ça diminue, pour l'Italie, ça diminue nettement, l'Espagne aussi, le Portugal est même passé en excédent, pour la deuxième année consécutive, et nous, on est le seul pays où ça se creuse. Donc c'est vraiment un sujet propre à la France, quand même, cette dérive des finances publiques. Et donc on a une dette qui s'envole. Et concentrez-vous sur le graphique de droite. Si notre niveau de dette publique était de 100 en 2014, okay, aujourd'hui il est de 117.
J'ai juste mis une base 100. Et donc on est le pays en zone euro qui a vu sa dette publique le plus augmenter sur les 10 dernières années. Donc c'est vraiment un sujet qui est propre à la France. Un focus sur le quoi qu'il en coûte. Ce graphique de droite, vous le connaissez puisqu'on l'a commenté tout à l'heure. Okay. Le quoi qu'il en coûte, ça a coûté combien? Eh ben, c'est très simple pour avoir une approximation du coût du quoi qu'il en coûte. On avait une dette publique en 2019 qui était de 96% du PIB. On a une dette publique en 2024 qui est autour de 111% du PIB. Donc on fait 111 moins 96, ça fait combien? 15. Et vous multipliez 15 par 25 milliards. Un point de PIB, ça fait 25 milliards, à peu près. Donc vous avez ici le coût du quoi qu'il en coûte. 15 fois 25. Ça doit faire 400 milliards, quelque chose comme ça. Imaginez si on n'avait pas eu le quoi qu'il en coûte, à combien on serait de différentiel par rapport à la tendance. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était à moins 4 points par rapport à la tendance. Avec le quoi qu'il en coûte, on est à moins 4 points. Bref, le quoi qu'il en coûte, il a été sans doute utile pour beaucoup de choses, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique aussi, sans doute, mais peut-être qu'on est allé beaucoup trop loin, en tout cas sur le quoi qu'il en coûte, pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, ou qui ne sont pas satisfaisants, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ici, je vous ai rappelé qu'on était les champions, j'ai mis d'Europe, j'ai été gentil, mais on est quasiment champions du monde. Hein. Sur les prélèvements obligatoires et sur la dépense publique, donc, si on veut diminuer le déficit public, ben ça passe soit par la gauche, soit par la droite, d'accord? Donc soit on augmente les impôts par la gauche, c'est pas pourquoi j'ai mis la gauche, bon. Soit, ah non, j'aurais dû changer, pardon. Bon bref, vous avez compris, soit on diminue la dépense. J'ai mon idée sur la question, je pense que chacun a son idée sur la question. Je continue et on va maintenant se poser les vraies questions. On va sortir un peu du dogmatisme et on va se poser des questions économiques. La première question, c'est est-ce que cette situation est tenable? Est-ce qu'elle est soutenable? D'accord, soutenable. La soutenabilité de la dette, elle se définit très simplement en économie. Une dette est dite soutenable à partir du moment où on arrive à stabiliser dans le temps le ratio de dette publique sur PIB. Donc on est actuellement à 111. Si on arrive à le stabiliser à 111, notre dette publique est soutenable. Et pour ça, on a des outils. On a quelque chose un peu technique chez les économistes qui s'appelle le R-G. Je vous le fais très rapidement. Le R-G, c'est la différence entre le taux d'intérêt sur la dette, un certain taux, pas celui de marché, c'est un autre, et le taux de croissance de notre économie. Et si en fait on a un taux de croissance qui est supérieur au taux sur la dette, en fait c'est soutenable. C'est soutenable. Et vous voyez, typiquement, si vous avez un R-G négatif, donc vous êtes sur une zone grisée ou rosée plutôt sur le graphique de droite, c'est que c'est soutenable. À partir du moment où ça passe en territoire positif, ça devient embêtant. Ça devient embêtant pourquoi? Parce qu'en fait le taux sur la dette est plus fort que notre taux de croissance. On n'arrive pas à créer suffisamment de richesse. Et donc dans ce cas de figure, la seule solution c'est de présenter ce qu'on appelle un excédent primaire. Autrement dit, c'est avoir un solde budgétaire qui soit positif si on enlève les intérêts sur la dette. Si on isole les intérêts sur la dette, notre solde doit être positif. Si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas en France, notre solde primaire il est à moins 4%, et ben ça crée ce qu'on appelle un effet boule de neige. Et typiquement en France, on est dans cette situation aujourd'hui. Alors, je suis désolé de vous inquiéter, mais c'est le cas. On est dans cette situation d'effet boule de neige où la dette publique, le ratio de dette publique sur PIB va continuer à augmenter. Voilà, ça c'est un sujet. C'est comme ça. Et le faire passer en... éviter cet effet boule de neige demande un sacrifice financier très fort. Très très fort. Ce que nous raconte le gouvernement, c'est une chose, mais même si on arrivait à faire ce que nous raconte le gouvernement, ce ne serait pas suffisant. Ce ne serait pas suffisant. Donc je ne vais pas dire que c'est une fatalité, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. En revanche, la deuxième question qu'on peut se poser, alors c'est pas soutenable, ok. Maintenant, est-ce que c'est grave? Voilà, ça c'est la deuxième question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que c'est grave? Eh bien en fait, c'est pas grave, tant qu'on arrive à se refinancer. C'est pas compris de quoi vous rigolez. Ah non, attendez. C'est pas grave tant que... Attendez, une suite.
tant qu'on arrive à se refinancer sur les marchés. Et ce refinancement sur les marchés, il passe par ce qu'on appelle le taux d'intérêt sur les obligations souveraines. Aucun pays ne rembourse sa dette. D'accord? On ne nous demandera jamais de rembourser notre dette. En revanche, nous devons être en capacité de rembourser des échéances de dette. Et donc, dès qu'une échéance arrive à terme, il faut être en capacité d'aller sur les marchés financiers, de lever de la nouvelle dette pour rembourser l'ancienne. C'est ça le sujet. Ça fonctionne très bien tant que le taux d'intérêt sur la nouvelle dette est globalement similaire ou inférieur au taux d'intérêt sur la précédente dette. Celle que vous voulez rembourser, refinancer. À partir du moment où les taux s'emballent, et c'est le cas actuellement, la situation devient plus compliquée. Alors, la dette, c'est pas grave. Il y a une bonne et une mauvaise dette, comme le cholestérol. D'accord ? Si on fait de la dette pour investir dans des leviers de croissance, dans l'éducation, dans les infrastructures, etc., c'est très bien. Si on fait de la dette pour faire de la dette, pour distribuer, pour faire du gâchis, là, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt, c'est là que ça devient dangereux. Et comment les marchés nous perçoivent? Les marchés, aujourd'hui, vous avez vu pendant un moment, ils nous percevaient super bien, puisque notre taux d'intérêt sur les obligations souveraines était négatif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie, je vais le redire. Notre taux d'intérêt sur les obligations souveraines était négatif. C'est bon? Alors je le dis autrement. On pouvait s'enrichir en s'endettant. Moi, je connaissais l'adage qui paye ses dettes s'enrichit. Bon. On a eu une situation qui était exceptionnelle et qui est liée à des éléments très techniques en lien avec la politique monétaire, le quantitative easing et la Banque centrale européenne. On est maintenant dans une situation plus normale, avec des taux plus normaux, autour de 3%, 3,2, 3,3. En revanche, la grande nouveauté depuis la dissolution, c'est un changement dans la hiérarchie des taux. Aujourd'hui, les investisseurs internationaux considèrent le Portugal et l'Espagne comme des pays plus sûrs que la France. C'est une nouveauté, c'est la première fois depuis la création de la zone euro que le taux français est supérieur au taux portugais et espagnol, et depuis le début de l'année, au taux grec. D'accord? C'est pas grave, hein. À 3 et quelques pourcents, ça tient, c'est pas grave. Mais c'est quand même un signal. C'est un signal qu'il faut prendre en compte. Le risque, c'est celui d'un emballement. D'accord? Et d'où peut venir cet emballement? Alors, bon, ce sont des graphiques très simples, c'est ce qu'on appelle les spreads de taux, vous verrez ça dans les journaux, c'est l'écart du taux français par rapport à d'autres taux. Mais le point, c'est le suivant, c'est notre notation. Pendant longtemps, entre 2012 et 2021-2022, en fait, les agences de notation avaient perdu totalement leur crédibilité. En fait, même quand elles dégradaient un pays, on s'en foutait totalement. Pourquoi? Parce que derrière, on savait qu'il y avait la BCE qui garantissait un peu implicitement toutes les dettes. Sauf que maintenant, c'est un peu différent. C'est un peu différent et les agences de notation commencent à avoir un peu plus de... retrouvent une certaine crédibilité, ou en tout cas un certain aura, auprès des marchés. Et donc le point, c'est le suivant, c'est qu'on a été dégradé une fois, on a toujours une note qui est toujours bonne, mais la question qu'il faut se poser, c'est qui détient notre dette publique? Et notre dette publique, la dette publique française, elle est détenue à 55% par des investisseurs internationaux, par des non-résidents. Et ces non-résidents, notamment des hedge funds, d'accord, quand ils investissent, quand ils rachètent de la dette publique, ils doivent respecter certaines contraintes, notamment des contraintes réglementaires. Et parmi ces contraintes réglementaires, il y a la contrainte de la note. Et certains pays, une fois qu'ils passent en dessous d'un certain seuil de note, et c'est fort probable que ça arrive pour la France, eh ben, certaines institutions ne peuvent plus racheter de la dette française. Et là, on va avoir peut-être un problème de liquidité pour placer notre dette. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'il faut montrer patte blanche quand même aux agences de notation. Et je pense sincèrement qu'une des lignes rouges des agences de notation et aussi des marchés, c'est le sujet des retraites. Et voilà, il va falloir suivre ça dans les prochaines semaines, ce qui va se passer exactement sur le sujet des retraites, parce que c'est une ligne rouge des marchés. Une dernière diapositive pour vous dire ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, en tout cas pour essayer de vous le dire en 1 minute, j'en finirai par là. Vous avez ici une droite de régression entre la note et le taux d'endettement public. D'accord? Si vous êtes sur la droite, c'est que vous êtes bien noté. Le Portugal n'est pas suffisamment noté, et il sera sûrement mieux noté dans quelques temps. Et la France et la Belgique seront sûrement dégradés dans quelques temps. Ils iront vers la droite. D'accord? Concernant le même exercice avec cette fois-ci les taux d'intérêt souverains,
ben, vous voyez autour de 3,2-3,3%, la France est globalement sur la droite de l'agression. Donc a priori, il ne devrait pas avoir un emballement sur les marchés financiers. Le problème avec les marchés financiers, c'est qu'ils sont imprévisibles. Il y a une psychologie des marchés financiers qu'on ne peut pas prévoir et qui peut être irrationnelle. Je finirai peut-être avec cette anecdote en 1 minute, Audrey. Vous vous souvenez de Papandréou, en Grèce? Okay. Vous vous souvenez de l'histoire de la Grèce. En 2010, quand il prend le pouvoir, il a une déclaration de politique générale, et dans sa déclaration, il dit très clairement, voilà, en fait, les comptes ne sont pas ceux qui devaient être, et donc on a un gros problème sur la dette publique, etc. Et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de Papandréou dans cette salle? Enfin, comme ça, on s'amuse, on finit sur une touche un peu positive. Bon, ça ne s'invente pas, c'est dans le bouquin, c'est « n'a pas d'euro ». Donc la première déclaration de Papandréou en tant que président ou Premier ministre, c'est « on n'a pas d'euro ». Et donc vous connaissez la suite de l'histoire. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer avec les marchés financiers. Il peut y avoir une dérive totale, irrationnelle, et donc ça, il faut aussi se méfier de ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère ne pas avoir compris de questions. Merci beaucoup Anthony Benamou. Alors on a pris un petit peu de retard et puis vous savez combien je suis attaché à respecter les timings qu'on donne. Donc on va enchaîner avec la deuxième partie, qui va être non moins intéressante. Anthony, je vous propose de rester avec nous et puis de réagir très brièvement à chaque intervention si vous le souhaitez. J'appelle à me rejoindre sur scène Madame la maire de Dijon, Nathalie Konders, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Vice-président en charge de l'attractivité du territoire. Bonsoir Jean-François. Madame la vice-présidente en charge de l'énergie et de la transition Cascano. Et puis monsieur le vice-président en charge de l'économie et de la mobilité, Marc-Antoine Céris. Marc-Antoine, je t'invite à prendre le dernier fauteuil disponible. Voilà, super. Merci beaucoup. On doit avoir des micros par ici. Madame la maire de Dijon. Nathalie Konders, on sait que la compétitivité est de plus en plus forte entre les grandes métropoles du pays qui cherchent toutes à séduire évidemment et attirer les acteurs économiques, les industriels, des start-up, et on le voit notamment à travers la création de ces agences d'attractivité de plus en plus nombreuses qui n'ont jamais autant affiché leur volonté d'attirer tous ces acteurs sur la métropole. Alors, quelques questions. Quel est votre niveau d'ambition pour positionner votre ville, notre ville, comme un moteur de l'économie nationale et européenne? Et quelle est l'impulsion que vous avez envie d'y mettre et les moyens qui y seront consacrés? Merci. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour l'invitation, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir et puis notamment d'avoir entendu cette belle conférence. Et j'en profite puisque c'est la tradition de vous souhaiter une belle et heureuse année 2025 malgré quelques annonces qui ont été faites qui sont parfois négatives, parfois positives. Alors pour vous dire que moi, de toute façon, par rapport à l'attractivité de la ville, et c'est vrai que les villes et les métropoles, elles sont les moteurs de l'économie locale, mais les chefs d'entreprise portent aussi en eux la stratégie de croissance et d'emploi, et donc on a tout intérêt à travailler ensemble pour définir comment rendre plus attractifs nos territoires en fonction de ses spécificités. Alors c'est ce qu'a fait François Rebsamen depuis 2001 en tant que maire de Dijon, président de la métropole. Je suis maintenant maire de Dijon. Il reste président de la métropole, mais comme je l'ai dit, je m'inscris dans ses pas et je vais continuer le développement ambitieux de notre métropole et de notre ville. Donc concrètement, il faut, vous savez, je viens du sport également, et souvent on se pose la question en sport, est-ce qu'il vaut mieux remédier à ses points faibles ou travailler ses points forts? Et je pense qu'il faut travailler ses points forts, puisque c'est ce qui fait la spécificité de notre territoire. Et quels sont les points forts de la métropole? C'est tout d'abord l'accessibilité. Je pense qu'on a une position stratégique en France. On a un carrefour entre Paris, Lyon et la Suisse. On a une très bonne desserte autoroutière, une très bonne desserte ferroviaire. Et donc il faut continuer à travailler sur ce sujet pour les entreprises. Donc c'est ce que nous faisons. J'étais d'ailleurs avec la présidente de la région ce midi. Donc nous allons porter encore au plus haut pour remettre en place les dessertes. Et puis avec François Rebsamen, ministre, notamment dans son portefeuille, il a le transport, ça va nous aider. Donc continuer
continuer au niveau national pour augmenter aussi les dessertes Paris-Dijon. Et puis sur l'accessibilité au niveau local, je pense qu'on a aussi une ville du quart d'heure, donc c'est travailler sur continuer. Le tramway, il l'a annoncé dans ses vœux, donc une nouvelle ligne de tramway pour notamment vos salariés, pour les habitants de la métropole. C'est aussi travailler sur les mobilités tous. J'ai l'occasion souvent, parfois, d'intervenir dans les clubs entreprises et je suis beaucoup sollicitée parce que c'est aussi une demande qui est formulée par vos salariés. Si vous voulez les garder, parce qu'il y a aussi des difficultés, eh bien, il faut travailler sur ce sujet. Donc c'est d'abord l'accessibilité. Ensuite, c'est les équipements structurants depuis 2001 avec le tramway, le Zénith, nos équipements sportifs et culturels, la Cité de la gastronomie, l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Je pense que on est une des seules avec Lyon, à part Paris bien sûr, à avoir une organisation internationale. Et ça contribue au niveau national bien sûr, mais au niveau mondial, puisqu'on l'a vu lors de l'inauguration. Donc il faut continuer sur les équipements structurants. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'une entreprise vient. Souvent, les chefs d'entreprise, quand ils hésitent à s'installer, qu'est-ce qu'ils regardent dans les salons? Ils regardent les équipements parce qu'ils pensent aussi aux salariés qui vont profiter de la ville. La troisième chose, c'est la qualité de vie. Je pense que alors je ne suis pas la mieux placée pour la vanter, mais j'adore ma ville, ça fait longtemps et je pense qu'on a une vraie qualité de vie. Et d'ailleurs, les sondages ou les études parfois le montrent, on est très bien classé, donc il faut continuer parce que des gens qui ont une bonne qualité de vie, qui sont bien dans leur peau, eh bien ils viennent et puis ils travaillent, ils se sentent bien et donc ils ont envie de contribuer à l'attractivité. Et puis enfin, ça a été évoqué tout à l'heure et c'est ce qu'on fait, c'est travailler aussi pour attirer des talents, les former, puis les conserver aussi. Donc c'est toute la politique ambitieuse de la métropole. Je rappelle qu'en 2001, on avait un campus, mais avec 30 000 étudiants, on est passé à 40 000 étudiants. On crée aussi de nombreuses écoles pour attirer les talents, ESEO, le STP. Alors bien sûr, ces écoles, on essaye de les mettre, et c'est pour ça qu'on travaille avec vous, en adéquation avec les besoins, parce que c'est ce que vous avez dit, souvent il y a des gens formés, puis il y a des entreprises, mais il y a un problème d'adéquation, donc on travaille aussi à ce sujet pour les garder, puis après on les garde aussi ici. Et puis ce qui est important, parce que quand on est une métropole attractive, et c'est le cas à Dijon, il faut aussi travailler sur le foncier est pour les habitants, et pour les entreprises. Parce que le risque, et c'est ce qui arrive dans d'autres métropoles, c'est que vous avez le prix du foncier qui explose et les gens ne peuvent plus se loger, les entreprises ne peuvent plus s'installer. Et notre politique ambitieuse en matière de logement, elle est importante et pour les promoteurs, vous venez de le dire, traverse une difficulté. Donc on est, n'est-ce pas, Monsieur Buet, donc on a une politique active sur ce sujet au sein de la métropole et on va continuer. C'est pas toujours simple parce que les gens veulent des logements, mais quand c'est à côté de chez eux, on a des pétitions, ils veulent pas. Mais on va continuer. Et aujourd'hui, le fait que François Rebsamen a aussi dans son portefeuille le logement, il a un gros portefeuille, eh bien ça va nous aider. Et puis on travaille aussi parce que puis c'est aussi vos employés qu'il faut loger. Et puis aussi sur le foncier pour les entreprises, avec les agences d'attractivité. Il y a la présidente notamment sur les zones d'activité économique Beauregard, sur Valmy, sur plusieurs zones où on est attractif. Et puis après, c'est tout le travail que fait les agences. Je vais vite, mais j'espère que vous le connaissez bien, tout ce qu'on fait pour justement les faire arriver. Et puis on se félicite parce que ça marche, parce que je vais prendre juste un exemple. Alors là, c'est en cœur de ville. Et bien, Urgo, qui vient implanter son siège en cœur de ville sur Sandophile. Ce sera 230 salariés qui sont en cœur de ville et ces personnes, ils vont habiter à Dijon, ils vont consommer, ils vont y habiter. Donc voilà comment on essaye de rendre notre métropole encore plus attractive. On a parlé crise avec Anthony Benhamou, on a parlé des crises d'une manière générale. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises qui peuvent être en difficulté? Comment vous envisagez les accompagner sur votre mandat? Alors, le milieu économique, c'est vraiment une compétence de la métropole. Donc là, c'est peut-être la première vice-présidente à la métropole qui vous parle plutôt que la maire de Dijon, même si, bien sûr, à la mairie, on essaye de mettre tout en place. Mais concrètement, puisque j'ai dit c'était important qu'on construise ensemble notre stratégie, c'est déjà de s'écouter, de se voir régulièrement. Donc c'est la gouvernance
économique local qui a été mis en place par François Rebsamen et qui vous réunit régulièrement, et en tant que maire de Dijon, bien sûr, j'y assisterai, puisque avant il avait la double casquette, ce qui permet d'écouter vos demandes, de les faire remonter, de vous aider aussi pour ce qu'on appelle la simplification administrative, parce que l'administration, c'est ce qui va tuer notre pays. Donc, comme je le dis aujourd'hui, il va aussi y travailler au niveau national. Donc, je vous encourage vraiment. J'ai demandé à la directrice de DVECO de la métropole qu'on puisse se réunir rapidement, parce que je pense que François Rebsamen a aussi besoin de se nourrir de vos difficultés. Il les connaît, mais concrètes, pour qu'il puisse le faire remonter au plus haut. Donc c'est cette simplification administrative. Et puis, dans ce contexte compliqué, la ville de Dijon, la métropole, ont des finances saines. Alors, vous savez, les collectivités territoriales, elles n'ont pas le droit d'emprunter pour les dépenses de fonctionnement. Elles empruntent quand elles investissent, mais on a des finances saines. Et malgré la crise qu'on traverse, et d'ailleurs, j'appelle vraiment, comme vous, j'espère qu'on va avoir de la stabilité. Alors moi, je suis plus pessimiste. Il va falloir encore qu'on passe le projet de loi de finances au mois de février. Mais on a été clair lors de nos vœux avec François Rebsamen, et puis on a l'occasion de voir les députés. Il faut à un moment être responsable. Aujourd'hui, moi, mon parti, je le dis, c'est Dijon, donc d'être responsable, il faut de la stabilité aussi pour les entreprises, bien sûr, mais pour les collectivités. Et quoi qu'il arrive, donc on va voter notre prochain budget à la ville, et c'est 57 millions d'euros qui seront alloués à l'investissement, 125 millions à la métropole, parce que derrière ces investissements, c'est des appels d'offres pour les entreprises. Et puis en parallèle, on a mis en place le groupement public d'achat, ou le groupement d'achat public, qui permet aux entreprises, alors en respectant le code des marchés publics, mais aux entreprises locales de pouvoir y répondre. Et par exemple, pour 2024, 65% des marchés de la ville de Dijon ont été donnés à des entreprises locales. C'est 51% pour la métropole, donc il faut être meilleur. Alors parfois il y a des spécificités, malheureusement on n'a pas d'entreprise locale ici, mais en tout cas on travaille sur ce domaine. Et puis c'est tout ce qui est fait aussi, vous avez cité Créative, pour voir aussi par rapport à vos salariés comment on peut aider à mieux les former, et puis avec les écoles. On a évoqué les agences d'attractivité rapidement tout à l'heure. On sait que c'est une force. On sait que vous êtes quelque part la première ambassadrice à l'extérieur de tous ces chefs d'entreprise ici qui sont installés sur la métropole ou aux environs. Comment est-ce que vous faites la promotion de cette richesse économique, de ces talents ? Alors c'est d'actualité, puisque avec Daniel Juban, nous avons lancé hier ou avant-hier, c'était le 14 janvier, j'ai des journées tellement pleines que je ne sais plus si c'était le matin, mais c'était le 14 janvier je crois, la nouvelle marque Ici nous sommes Dijon-Bourgogne, avec aussi les agences d'attractivité. Donc l'objectif, et d'ailleurs je remercie le président, je vois qu'il est ambassadeur puisqu'il a le pins, et je ne l'ai pas, c'est pas bien, mais en tout cas qui va nous permettre, alors c'est une marque qui s'adresse aux étudiants, aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui veulent être ambassadeurs de notre ville et de nos territoires, et ça va nous permettre d'avoir une portée à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau européen, au niveau international, pour être des ambassadeurs de notre territoire. Donc bien sûr, on attend à ce que les Dijonnais, les habitants de la métropole soient ambassadeurs, mais on a aussi beaucoup de personnes à l'extérieur. Je prends l'exemple de la BSB, puisqu'il y avait aussi, et puis de l'université, il y avait Vincent Thomas, et puis il y a peut-être le directeur de BSB. Il y en a beaucoup ensuite qui partent, mais qui sont très attachés à leur ville, à leur territoire. Donc on compte aussi sur eux pour être des ambassadeurs de notre territoire. Donc voilà, cette nouvelle marque, ça vient d'arriver. Et puis, bien sûr, le travail sera complémentaire avec Dijon Bourgogne Event et Dijon Bourgogne Tourisme. Et puis je rappelle, et ça je prends la casquette de la maire de Dijon, et on a aussi une politique forte en matière internationale, où lorsque l'on part à l'étranger, parce que Dijon a des jumelages avec des villes en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, on a reçu le maire de Dallas récemment, au Japon aussi, on a fait la semaine du Japon la semaine dernière. C'est l'occasion aussi pour nous de faire des délégations, de vous faire venir, vous, pour que vous puissiez faire du business. Dijon est aussi pro-business, parce que, comme je l'ai dit, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour l'emploi, donc c'est bon pour la ville et la métropole. Merci Madame la maire.
Je me retourne vers vous, Jean-François Buet, vous êtes vice-président en charge de l'attractivité du territoire, donc le lien est tout trouvé pour le MEDEF Côte d'Or. Pour vous, Jean-François, quelles sont les forces, mais aussi les éventuelles faiblesses ici en termes d'attractivité économique pour les entreprises? Et puis, quel rôle on peut tous jouer dans notre rôle au niveau du renforcement de l'attractivité économique du territoire? Merci. Je crois que ça a été dit par Madame la maire déjà. On a une ville qui est une ville magnifique, exceptionnelle. On ne s'en rend compte que quand on en sort. Quand on y reste tout le temps, on se dit oui, c'est sympa, Dijon, c'est pas mal, etc. Sitôt qu'on va à l'extérieur, on se dit mais non, on rentre à Dijon, c'est formidable, quoi. On a une ville où la qualité de vie est exceptionnelle. Il y a eu une évolution de cette ville qu'on ne mesure pas quand on y est au quotidien, mais quand on regarde depuis 20 ans, 30 ans ce qui s'est passé, on s'aperçoit qu'on a une ville qui nous est jalousée par beaucoup de monde. On a une ville qui a une histoire. Quand on va sur Wikipédia, on vous dit Dijon, une ville qui a une histoire et qui a un avenir. Il y a beaucoup de villes qui voudraient avoir une histoire et avoir un avenir. Souvent, on a l'un ou on a l'autre. On a une ville avec une histoire extraordinaire. D'ailleurs, si Charles Téméraire avait une descendance et n'avait pas été arrêté par les Suisses, les Lorrains, les Alsaciens, soutenus par Louis XI, peut-être que la capitale de l'Europe, ça serait Dijon, parce qu'on est extrêmement bien placé, on a une situation géographique magnifique. Moi, j'ai expliqué à mes enfants, ils ont été en âge de comprendre, qu'ils étaient nés dans la ville qui était au centre du monde. Parce que Cîteaux, parce que Clairvaux, Saint-Bernard, parce que le vin, enfin, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, et les ducs de Bourgogne qui étaient les premiers à faire l'Europe. Bon, ça, c'est un point de vue extrêmement subjectif, mais je me le partage. Donc, on a une ville qui est magnifique, mais encore faut-il le savoir, en avoir conscience. On a une ville, on a quand même eu des maires, on a eu un maire qui était chanoine, qui a laissé une boisson qu'on boit dans le monde entier. Hein. On en a eu un qui était Premier ministre de l'Environnement, et puis alors on en a eu un maire qui est un nouveau ministre aujourd'hui, qui fait rayonner Dijon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de villes, et en plus aujourd'hui, on a la première maire de Dijon, femme, c'est formidable. Donc on est quand même de très très bons élèves. On a une ville écologique, on a un tram, c'est une ville où il fait bon vivre. D'ailleurs, les jeunes aiment bien vivre. C'est pour ça qu'on a développé ce nombre d'étudiants qu'on a ici à Dijon. Les faiblesses, c'est les faiblesses de nos forces. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'autoroute qui tourne autour de Dijon et les gens ne s'arrêtent pas. On a le train, mais on ne va plus à Roissy ou à Lille, mais bon, on espère que ça va revenir. Enfin, on fait tout pour que ça revienne, on se bat tous pour que ça revienne. On n'a pas d'aéroport, mais là, c'est le résultat d'une querelle intestine dont on ne parlera même pas, parce que c'est pas intéressant. Mais on a tout pour, voilà. Mais c'est quand même les faibles. Et puis, la faiblesse, c'est la faiblesse de l'image, et c'est ce que je disais au début de mon propos, c'est la faiblesse qu'on se donne nous, parce qu'on n'est pas assez fort de l'image qu'on a. Et le rôle des entreprises et de chacun d'entre nous, je crois que c'est d'associer systématiquement le nom de Dijon à Bourgogne. Parce que dans le monde entier, quand on voyage, vous dites Dijon, vous dites Bourgogne, ah. Voilà. Donc c'est Dijon-Bourgogne, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas une querelle vis-à-vis de qui que ce soit, c'est que c'est Dijon-Bourgogne. Et que la Bourgogne, ça résonne, ça a du sens, ça signifie quelque chose, c'est une image, c'est fort de valeur, c'est fort d'avenir, c'est fort d'un emplacement exceptionnel. Donc nous sommes Dijon-Bourgogne. Et nous, notre rôle, c'est d'attirer, c'est de communiquer, et c'est d'être dans la RSE. Il faut être dans la RSE, il faut être dans l'intelligence artificielle. On a beaucoup de belles entreprises à Dijon-Bourgogne. Mais il faut que les entreprises de Dijon-Bourgogne travaillent sur les réseaux sociaux pour attirer les jeunes. Et les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est une entreprise qui a du sens, c'est une région qui a du sens, une région qui a de l'histoire et de l'avenir. Jean-François, tu n'es pas mal non plus en ambassadeur de Dijon. Merci beaucoup. Xavier Castano, vice-présidente en charge de l'énergie et de la transition. Comment est-ce qu'on intègre tous ces principes de responsabilité sociale dans des modèles économiques actuels qui ne cessent de changer, qui ne cessent d'évoluer? Est-ce qu'ils sont pérennes d'ailleurs, les modèles économiques dans lesquels on vit? Bonsoir. Donc, je reviens un peu sur la genèse de ma présence. Audrey est perfide et machiavélique. Hein. Elle dit « Ah, ça serait bien qu'il y ait les vice-présidents, vice-présidentes sur scène. » Donc nous, on lui fait confiance, on dit « Ok, on y va. » Et après, elle vous envoie la question. Donc je répète la question.
pour bien que vous suiviez, parce que j'aurais pu faire 3 heures là-dessus, comment intégrer les principes de responsabilité sociétale dans les modèles économiques actuels pour favoriser une croissance durable. Xavier, on a 5 minutes. Ouais, je fais 4. Ouais. Alors moi, je me suis dit, ça perd l'hypopète. C'est un mot qui existe encore. Hein. Et je me suis dit, je ne vais pas y arriver toute seule. J'ai quelques neurones, mais... donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait tous? J'espère qu'on le fait tous. Oui, on demande à nos amis. On a un nouvel ami depuis pas très quelques mois. Et j'espère que c'est tous un ami pour vous. Vous faites ChatGPT. Ah oui, donc tu as rentré la question sur ChatGPT. Bah oui, juste pour voir. Et il est pertinent cet ami. Mais je ne fais pas que ça. J'ai aussi d'autres amis, des espèces de game changers avec qui j'aime bien discuter, que je challenge, qui me challenge. Donc aussi, je les ai interrogés et je vous propose une petite compile des deux, rapide hein, évidemment. Pour reprendre, alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, économique, pas économique, il va falloir penser tridimensionnel pour garder cette croissance durable. Oui, on ne peut plus ne faire que du profit économique. J'espère que vous en êtes tous conscients. Il faut intégrer le bien-être social. Il faut également penser sur la durabilité environnementale. Ça, c'est ChatGPT hein, qui fait l'association. Mais c'est vraiment cette façon de maintenant réfléchir en tant qu'entrepreneur, en tant que pionnier, qui va nous permettre de résister et de survivre. Ça, en fait, ça rejoint ce qu'a défini l'ONU il y a quelques années quand même. C'est tous ces objectifs de développement durable qui sont assez simples pour les personnes à qui ça ne parle pas. C'est quand même concret. Évidemment, ça, il ne faut pas le faire tout seul. Et notre présence sur scène le prouve bien. C'est qu'il faut intégrer ces parties prenantes. Alors, c'est quoi des parties prenantes? C'est ses salariés, mais pas que. C'est ses clients, mais pas que. C'est ses actionnaires. Et c'est également tous les partenaires locaux avec qui on réfléchit et on avance. Il faut aussi avoir des antennes, mais ça, les entrepreneurs et les dirigeants, ils en ont en général pour capter toutes les innovations durables et se dire comment moi je les intègre dans mon entreprise, comment je les intègre dans mon environnement. Évidemment, il faut former, sensibiliser ses collaborateurs, voire même, moi j'adore faire ça, les pousser un petit peu, les piquer. On parlait de la mobilité douce. Moi, à Croject, ils sont pas très motivés, les gars, pour venir en vélo, pour acheter des voitures électriques, pour prendre la trottinette. Les transports en commun, j'en parle pas. Donc, en fait, c'est les challenger, c'est leur dire essayez une fois, venez en vélo. Et en général, ils sont contents. Voilà, ça. Il y a le tram à 50 mètres. Oui, mais je sais pas, moi, sur les 80, s'il y en a 3 qui prennent le tram, c'est ça. C'est comme ça. Il faut changer ses habitudes, mais il faut avoir le courage de le faire. Évidemment, il faut des pratiques d'approvisionnement durable. Hein. On repart sur... on n'est pas tout seul, on embarque tout le monde. Et ce qui est super satisfaisant, par contre, à la fin, c'est quand on mesure l'avancement, quand on voit qu'on a fait progresser ce profil tridimensionnel. Pour conclure, je prends quand même des exemples concrets. À Croject, on a fait une réflexion, on est allé assez loin dans le brainstorming. On s'est dit, on a fait une cartographie de notre logistique, et il y avait des flèches partout du transport, la matière première, les composants, les sous-ensembles. Et notre responsable logistique, elle a été complètement choquée. Donc on a fait un exercice et finalement, on allait loin. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais on a essayé de supprimer un maximum d'intermédiaires. Et on aboutissait à un schéma assez bizarre, mais pourquoi pas, c'est-à-dire que le patient, quand il a besoin d'un Zénéo, il envoie un SMS ou un WhatsApp ou je ne sais quoi dans une centrale et hop, son Zénéo il arrive par drone. Un drone écolo. Il y a beaucoup moins de flux. Après, je ne sais pas si ça sera ça, mais c'est intéressant de pousser la réflexion, de sortir vraiment de sa zone de confort. On le voit aussi sur des produits courants, par exemple Decathlon, qui maintenant, vous n'allez plus acheter un vélo pour votre petit loulou, vous le louez. Et quand le vélo est trop petit, vous le rendez et vous en reprenez un à sa taille. Donc sur plein de produits comme ça, c'est pareil pour les vêtements. Je pense que vous avez tous des dressings bien remplis.
c'est bien d'acheter des vêtements neufs, mais au lieu de laisser les vieux vêtements qu'on ne porte plus dans son dressing, on les ramène chez Kiabi par exemple, pour repartir soit avec un vêtement neuf, soit... Est-ce que ça, on l'aurait imaginé il y a quelques mois seulement? C'était même pas pensable, on voulait tout le temps des nouvelles choses, des trucs qui fassent bling-bling. Et puis finalement, il y a même Ikea qui s'y met, où on peut ramener son mobilier. Voilà des exemples concrets. Donc pour conclure, je dis, semez aujourd'hui pour récolter demain. Faites preuve de patience, de persévérance, et je sais de quoi je parle, et gardez une vision stratégique pour avoir un vrai monde durable. Merci beaucoup, Xavier Castano. Bon, Marc-Antoine, ça va être un défi là, parce qu'il reste 3 minutes. Vous n'avez pas entendu la question. Et ils ont entendu le timing. Marc-Antoine, je rappelle, vice-président en charge de l'économie et de la mobilité, comment les transitions économiques actuelles, notamment la transition écologique et la digitalisation, qui sont quand même deux grosses transitions dont on parle beaucoup, redéfinissent-elles les besoins du marché de l'emploi? Et puis quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en face de tout ça? 2,59. Bon, j'avais préparé un petit plan avec thèse, antithèse et puis une synthèse, mais bon, 3 minutes ça va être un peu court. Donc on va essayer directement d'aller à la synthèse. Alors on va faire une petite citation pour commencer, c'est toujours bien, ça met le contexte. Ma pensée aujourd'hui ira pour Bourdieu, qui avait cette phrase assez magnifique, qui disait « La sociologie précède toujours l'économie et le politique, parce que ces deux derniers ne savent être que des opportunistes. » Je vous laisse méditer là-dessus. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on a été la première entreprise à mission du territoire, on était Picor. Bien évidemment, l'impact, la prise en compte des enjeux de long terme, des aléas climatiques, pour ne pas parler de réchauffement, plutôt de dérèglement, la prise en compte de l'humain dans toutes les transformations, le fait de se donner un sens. Je vais vous redonner une autre citation, celle-ci est de Hobbes. Ce qui définit une nation, c'est la capacité à se projeter dans un avenir commun. C'est la même chose dans une entreprise, si vous n'avez pas d'avenir commun, il n'y a pas de projet. Donc évidemment, c'est des choses qui sont très importantes, qui me tiennent à cœur, sur lesquelles on a mis beaucoup d'impact. Maintenant, il y a d'autres principes, qui est la main invisible d'Adam Smith, alors je laisserai l'expliquer en économie ce que c'est, mais qui fait que quand vous faites n'importe quoi en tant qu'agent économique, vous prenez une claque très forte dans la figure, vous le vivez tous en tant que chef d'entreprise, et ça vous pousse à une certaine forme de pragmatisme. Et le pragmatisme auquel on a à faire face aujourd'hui, c'est un double dilemme du prisonnier. Et c'est un vrai problème. Vous avez dû voir notre taux de change, notre euro-dollar qui décroche. Quand ça a été très très bien exprimé, d'un côté, vous avez une politique où on vient faire du dumping normatif, en gros je vous simplifie toutes les règles. Je vais vous faire du dumping énergétique, je vous baisse massivement les coûts de l'énergie. Je vous fais un coup de protectionnisme au passage. Pas évident. Et puis de l'autre côté, effectivement, on met de la subvention à fond dans les entreprises pour essayer d'aller prendre des parts de marché quoi qu'il se passe. Et nous, au milieu, on fait pile l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a un dérèglement économique qui est quand même fort. Moi, ce que je lis aujourd'hui sur les entreprises, et je vous invite en tant que chef d'entreprise de réfléchir à ça, c'est qu'on est devenu une proie pour le reste du monde. Et bien sûr qu'il faut agir pour le climat, bien sûr qu'il faut agir pour le temps long, mais là on est quand même face à un dilemme assez important qui est arbitré entre la fin du mois et la fin du monde. Alors, je sais que c'est pas drôle ce que je dis, mais évidemment dans tout ça, ça crée des tas d'opportunités. Mais soyez réalistes sur ce qui se passe. De toute façon, on a bien compris, la clé pour sortir de la spirale de la dette, c'est nous, chefs d'entreprise, qui l'apportons, c'est à nous d'aller amener de la croissance, pour que la croissance soit supérieure à la dette, à l'effet de la dette, pour que tout ça soit soutenable, et que le magnifique modèle dans lequel on vit perdure. Et on y arrivera que parce qu'on se parle, que parce qu'on est unis les uns avec les autres, que parce que les décisions ne sont pas prises dans un coin ou dans l'autre, parce qu'on va venir mettre du pragmatisme dans nos activités. Et on rentre dans cette phase de pragmatisme. Je pense que quoi qu'il en coûte est fini.
Et là, eh ben, on va voir les bons marins dans la tempête. Merci. On va les applaudir évidemment, tous les 5. Anthony Benamou, on aurait beaucoup de questions. Xavier Concerneau, Nathalie Corbeau, François Ceris et François Guillaume. On a dépassé un tout petit peu le timing, mais merci à chacune et chacun d'avoir fait l'effort. Anthony Benamou, il y a pas mal de questions dans la salle, mais ce que je propose, c'est qu'on commence à prendre un verre ensemble, et puis que les questions, de toute façon, les gens vont venir vers vous naturellement. On va simplement, comme le cocktail est servi ici également, et que les chaises vont être repliées, voilà, se lever, et puis les chaises vont être empilées, mais je vous souhaite une excellente soirée. C'était un vrai plaisir de passer cette soirée avec vous. Merci beaucoup.